Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Bienvenue à ce live. Bienvenue à ce live consacré à la méthodologie de deux exercices. Méthodologie d'abord de la note de synthèse au CRFPA et puis également méthodologie de la consultation. On va se présenter. Je m'appelle Laetitia Ternisien. Je suis responsable de la prépa Dalloz depuis une quinzaine d'années. Je suis une ancienne avocate et une ancienne enseignante. Et je suis accompagnée de Yuri, qui se présentera, qui assurera donc la présentation de la note de synthèse. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Yuri Florentin, je suis avocat au barreau de Paris. Je vais vous faire effectivement une petite présentation de la note de synthèse, à la fois aussi en tant qu'ancien étudiant qui a passé cette épreuve, tout comme Laetitia, et également en tant qu'ancien correcteur de cette épreuve. Et j'ai aussi travaillé dans quelques prépas, donc j'ai pu corriger quelques copies tout au long de ma carrière. Très bien. Alors, juste en quelques mots, la prépa Dalloz, qu'est-ce que c'est? C'est une prépa exclusivement dédiée au CRFPA, à taille humaine, avec de petits effectifs. Nous organisons une prépa à distance pendant l'année et l'été, soit à distance, soit en présentiel à Paris. L'essentiel, c'est qu'on suit nos étudiants du début à la fin, donc pour les écrits, mais également pour les oraux, ce qui est le cas en ce moment. Et dans ce cadre-là, nous vous proposons cette séance de méthodologie pour bien commencer vos révisions pour le CRFPA 2024. Oui, Voilà. d'ailleurs, si je peux me permettre de compléter, c'est effectivement seulement un des grands avantages de la prépa Dalloz que j'ai eu la joie de rejoindre l'année dernière. On travaille en petits groupes, ce qui permet notamment de pouvoir enseigner beaucoup plus facilement et de répondre beaucoup plus facilement aussi aux questions des étudiants. Et le grand avantage aussi du fait de ces groupes assez restreints, c'est que les correcteurs des copies sont aussi en général des enseignants, donc il y a une vraie proximité euh, qu'on n'a pas forcément dans d'autres prépas. Voilà, donc on vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Il est 19 heures, vous devez être fatigué. Donc nous démarrons tout de suite par la méthodologie de la note de synthèse. On va présenter les choses de la manière suivante. On va d'abord faire les 5 clés du succès sur la note de synthèse, puis les 5 écueils à éviter. Et puis on fera la même chose sur la consultation. On vous laissera du temps pour les questions après via un chat. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Je te laisse la parole, Yuri. Merci beaucoup, Eddie. Alors, juste avant de faire les petits 5 écueils et 5 clés du succès, peut-être juste représenter un petit peu Mm. le cadre de l'épreuve et comprendre l'objet de l'épreuve, ce qui est particulièrement important pour vous. Euh, donc, la note de synthèse est une épreuve que vous allez passer pour la première fois au CRFPA et que vous ne referez peut-être d'ailleurs ensuite jamais plus, en tout cas sous ce cadre. Donc, c'est important de bien comprendre comment elle fonctionne. C'est une épreuve d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui a le plus gros coefficient, en tout cas aux écrits. Après aux oraux c'est autre chose, mais en tout cas aux écrits c'est le plus gros coefficient. Donc ça nécessite, selon moi, de s'y attarder un petit peu d'un point de vue tout à fait pragmatique. Et l'autre grand avantage, mais on va y revenir un petit peu par la suite, c'est qu'elle ne nécessite aucune connaissance, mis à part un petit peu les règles, en fait, l'encadrement de cette épreuve. Mais sinon, aucune connaissance juridique véritable, vu qu'on ne fait que retranscrire des informations qu'on trouve dans le corpus de texte. Donc la note de synthèse, c'est quoi? C'est une épreuve de 5 heures qui a pour objet de résumer, on va dire, de faire une synthèse d'un corpus de texte et ce résumé qui va être fait, cette synthèse, pardon, va permettre d'apprécier vos qualités rédactionnelles. 5 heures, on pense souvent que c'est long, Oui. euh, mais je peux vous assurer que le jour de l'examen, ça passe très très vite. Donc il faut se fixer en fait des délais assez importants on va dire, l'organisation de ces 5 heures, qui vont être bien évidemment la lecture du sujet,
penser au plan et ensuite composer. Et on va également aussi en parler pour qu'il n'y ait pas d'écueil un petit peu plus tard. Autre chose qui est particulièrement importante, c'est qu'il faut résumer, enfin faire une synthèse en 4 pages d'un corpus qui en fait en général 30. D'où une difficulté que se posent beaucoup d'étudiants qui est de savoir quelle info sélectionner. Les infos qui doivent être retranscrites dans votre note sont bien évidemment les informations les plus juridiques. Pourquoi? Parce que on est ici dans une épreuve pratique. Donc on est dans une épreuve qui a pour but avant tout de retranscrire le droit applicable relatif au sujet de la note de synthèse. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête pour cette épreuve. On s'éloigne un petit peu des dissertations qu'on a pu réaliser dans le cadre de son master ou de ses licences pour vraiment se focaliser et avoir une approche pratico-pratique et pratico-technique, on va dire, du sujet qui vous est posé. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver d'ailleurs dans le cadre de la consultation. Exactement. Autre petit point de présentation de la note de synthèse, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est vraiment une épreuve qui a sa méthodologie propre. Donc il est vraiment important de connaître, voilà, on va dire, cette peut-être dizaine de petites règles, allez, 10, quinzaine de règles qu'on va rechercher, en tout cas que les correcteurs vont chercher. Les correcteurs, il ne faut pas oublier, hein, ce sont des bons juristes, des professeurs de droit, des avocats, des juges. Donc on leur a donné une petite grille d'indices à respecter. Eux, comme bons juristes, ils vont appliquer cette grille dans la correction et dans la note qu'ils vont vous donner. Donc il faudra respecter ces petites règles qu'on vous enseigne d'ailleurs tout au long de la prépa, bien évidemment. Autre point important de la présentation de la note de synthèse, c'est une épreuve, et donc c'est un petit peu ça sa difficulté, c'est une épreuve dans laquelle vous devez être le plus complet et le plus précis possible dans un temps et dans un espace très limité. Donc le temps, on en a parlé, c'est 5 heures. Et l'espace aussi, c'est une copie de 4 pages. Donc ça pose souvent problème parce que on a forcément des fois tendance à vouloir écrire trop, plus. Donc il faut vraiment apprendre à se contenir. Il faut aussi apprendre à trouver les bonnes tournures de phrases pour que vos propos soient à la fois les plus synthétiques possibles, mais tout en étant les plus simples. Et ça nécessite de fait certaines qualités. Et je pense qu'on est à peu près sur la présentation de l'épreuve. Très bien. Alors, comment réussir? Quelles sont les clés du succès? C'est ça la question que tout le monde se pose. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Laetitia. La clé du succès, c'est d'ailleurs ce qu'on propose à la prépa, c'est un maximum d'entraînement. Combien de notes de synthèse sont proposées? Environ 5 ou 7, ça dépend des formules? Ça dépend des formules, mais généralement 8. D'accord, généralement 8. Je pense que c'est effectivement à peu près ce qu'il faut pour vraiment bien comprendre les enjeux de cette épreuve. Toutes les premières compositions sont difficiles. La plupart du temps, les étudiants composent en 5h10, 5h20, parfois 5h30, parfois ils ne finissent pas du tout. C'est tout à fait normal au début. Les débuts sont difficiles. Les débuts sont assez difficiles. Et donc, ça nécessite forcément un entraînement. Et petit à petit, avec cet entraînement, effectivement, les notes de synthèse vont se faire dans un temps plus court. Et les étudiants vont aussi, à la lecture du corpus, arriver à en venir plus rapidement, à comprendre plus rapidement les enjeux et à sélectionner plus facilement les informations. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner un maximum. Et bien évidemment aussi, je prêche ma paroisse, écouter et observer les annotations des correcteurs, qui sont parfois un petit peu oubliés. Ensuite, autre point très important, on l'a dit rapidement encore une fois tout à l'heure, c'est trouver sa méthode. Et ça, c'est très important parce que les étudiants ont des fois un petit peu cet écueil
de penser qu'il y a une méthode type qui correspond à peu près à tout le monde. Et c'est aussi des fois aussi un petit peu l'écueil d'une prépa, c'est l'étudiant pense que la prépa va lui prémâcher tout le travail et qu'il n'aura juste qu'à recracher un cours ou un savoir-faire. Non, il faut quand même que l'étudiant prenne le temps de réfléchir un petit peu à l'objet de l'épreuve pour la comprendre et aussi, par exemple, prenne le temps de justement faire quelques petites règles, s'établir des règles propres qui lui sont propres, euh, pour notamment bien, on va dire, gérer son brouillon et pour bien évidemment ne pas finir en retard. Je m'explique. Tous les étudiants sont différents et c'est pour ça que tout le monde a des règles différentes. Il y en a qui peuvent lire très rapidement le sujet. Il y en a qui, à l'inverse, vont lire plus lentement le sujet, mais qui vont écrire très rapidement. À l'inverse, il y en a qui vont écrire beaucoup plus lentement. Pour d'autres, la problématique sera le plan. Il y en a qui arrivent à faire, certains étudiants arrivent à trouver un très bon plan en une demi-heure. D'autres, c'est vraiment un petit peu leur péché. Donc, ils auront besoin d'une heure. Donc, c'est pour ça que tous, grâce à ces entraînements, vous allez réussir à voir combien de temps vous nécessitez pour chaque étape. Donc, l'étape lecture des documents. Donc, ça va être en général pour les plus rapides 1h15 et pour les plus longs 1h30, 1h45, même potentiellement 2 heures. Ensuite, donc, il faudra voir combien de temps vous avez besoin pour la problématique et combien de temps vous avez besoin pour la rédaction. Et il est bien important de noter qu'il faudra garder impérativement 5 à 10 minutes à la fin pour se relire. Mais ça, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Autre chose donc très importante, une fois que vous êtes fixé ces règles qui sont propres à votre personne, il faut aussi appliquer les règles de votre IEJ. Et c'est là où ça se complique un petit peu, effectivement, c'est que vous avez des règles générales à l'examen et à la note de synthèse, par exemple le plan, on va dire en 2 parties, 2 sous-parties, avec une introduction, et vous avez certaines règles spécifiques et propres à chaque IEJ, alors qu'on est dans un examen national. C'est un petit peu le paradoxe de cette histoire. Donc, par exemple, pour certains IEJ un peu spécifiques, je me rappelle qu'il y a des fois des sous-parties imposées ou des problématiques sous forme de questions. Ou des sauts de ligne qui sont interdits. Ou des tailles d'introduction différentes. Voilà. Et donc, c'est vraiment important, même si à la prépa, on va bien évidemment vous donner un petit peu l'essentiel et de faire en sorte que vous ayez toutes les clés en main pour réussir un maximum cette épreuve. C'est aussi malgré tout important de se rendre au sein de son IEJ, donc au sein de son université, et d'essayer potentiellement de rencontrer le professeur qui va organiser cette épreuve. Parce qu'il y a déjà des chances, notamment pour les plus petits IEJ, que ce soit lui qui corrige potentiellement vos copies. Et il va aussi donner quelques instructions, donc c'est important de savoir ce qu'il aime. Donc il faut bien connaître les règles de son IEJ. Et autre règle importante pour bien réussir en note de synthèse le jour de l'examen, et pour bien se préparer surtout, selon moi, c'est échanger les copies avec vos camarades. Vous avez la chance, et d'autant plus si vous vous trouvez en prépa, donc vous allez, j'espère en tout cas, vous faire des bons camarades de révision. N'hésitez pas, et là ça je pense d'ailleurs que ça vaut à peu près pour toutes les épreuves et pour toutes les simulations, à échanger entre vous les copies. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait de corriger les copies de vos camarades, ça va vous permettre de vous mettre dans la peau du correcteur. Et ça c'est vraiment important. C'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude quand on est étudiant ou un réflexe qu'on n'a pas forcément. C'est pour avoir une bonne note, il faut comprendre ce que le correcteur attend. Et pour comprendre ce que le correcteur attend de vous, il faut forcément se mettre à sa place à un moment. Et donc le fait de corriger les copies de vos élèves, ça va peut-être vous rendre compte de certains défauts que vous avez par rapport aux copies de vos camarades. Ça va peut-être vous permettre de vous rendre compte aussi que bien écrire c'est important parce que si vous écrivez mal, votre copie est lisible, donc du coup le correcteur ne peut pas vous la corriger.
Et du coup, ça peut forcément poser un problème au niveau de la notation, et ainsi de suite. Et dernière clé du succès, c'est évidemment comprendre quelles informations il faut sélectionner dans les documents. C'est ça, hein, l'écueil qu'on a dit depuis le départ de la note de synthèse, c'est que vous avez un corpus de 30 pages, et à la fin, il ne doit en rester que 4 en dactylographié. Donc ça nécessite forcément un travail de sélection. Et ce travail de sélection, il va venir assez logiquement. Alors, il y a bien évidemment des règles de base. Je vous l'ai dit, c'est avant tout sélectionner le droit positif applicable relatif au sujet. Et c'est aussi bien voir les informations qui se répètent. Donc plus une information se répète, plus elle est importante. Donc ça, c'est vraiment les règles de base pour la bonne sélection des informations. Mais ce qui est bien important de prendre en compte, c'est l'entraînement qui va vous permettre de vraiment, au fur et à mesure des corpus qui vont être lus, de comprendre tout de suite quelle information est bonne, quelle information n'est pas. Très bien. Donc, merci pour ces 5 conseils. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Quels sont les 5 écueils que les étudiants qui nous écoutent doivent éviter? Ouais. Alors, je pense que le premier écueil qui est vraiment très important, et là, c'est l'étudiant qui parle, même si ça fait maintenant 10 ans que j'ai passé cette épreuve, donc ça commence malheureusement un petit peu à remonter pour moi, c'est ne pas respecter les temps de passage qu'on s'est fixés. Donc c'est donc, par exemple, si vous êtes dit que vous allez devoir lire le corpus de texte en 1 heure et demie, c'est de se dire le jour de l'examen, ah ben je vais dépasser pour une raison ou une autre. Il faut vraiment respecter ces temps de passage, parce que si vous ne les respectez pas, le stress va monter. Et c'est un effet boule de neige, si vous voulez, parce que plus le stress monte, plus vous allez être paralysé, plus vous allez prendre du retard, et ça peut se terminer dans une situation assez difficile. Donc il est vraiment important de bien respecter ces petites règles parce qu'on s'est fixé, parce que ça permet aussi d'avoir plus confiance en soi. Je ne sais pas si vous avez eu l'habitude de composer toutes les simulations avec le même stylo. C'est pareil, essayez de garder potentiellement le même stylo. Comme ça, vous vous rattachez en fait à des petites choses qui permettent d'avoir une certaine confiance en soi. Autre écueil qui est évidemment, on va dire, assez primordial, qui peut avoir des influences négatives sur la note, c'est ne pas avoir une approche juridique du sujet. On n'est pas là pour faire de la doctrine, ou on n'est pas là pour avoir une approche sociétale, historique, économique du sujet. Vous devez être avocat, c'est une épreuve de droit, ce sont des juristes qui vont vous corriger, donc ce qu'ils veulent, c'est vraiment connaître l'état du droit relatif au sujet. Troisième écueil, c'est potentiellement oublier une thématique ou un document. Alors donc c'est cette petite ambivalence, c'est qu'il faut à la fois forcément faire un travail de sélection des informations, mais les grands thèmes doivent impérativement être tous là dans votre copie. Et donc l'autre point aussi qui est vraiment important, c'est tous les documents doivent être là dans votre copie. Les corpus sont en général entre 16 et 20 documents, on va dire. Il est vraiment primordial que tous ces documents soient cités, parce que s'il en manque un, normalement, vous ne pouvez pas avoir la moyenne. Et j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose pour les thématiques. S'il manque vraiment une grande thématique, vous ne pourrez malheureusement, a priori, pas avoir la moyenne. Autre point important, c'est négliger la forme. Vous êtes dans un examen qui est plus vraiment étudiant, on va dire, plus vraiment universitaire. Vous êtes entre les deux, entre l'examen universitaire et l'examen professionnel, on va dire même plus un examen professionnel selon moi qu'universitaire. Et donc ces professionnels qui vont vous lire, l'avocat, le juge, le professeur d'université aussi, ils sont quand même malgré tout habitués à travailler sur des documents qui sont, d'un point de vue formel, en général irréprochables. Et donc ils ne comprendraient pas en fait ces personnes qu'on leur rende un torchon le jour de l'examen. Oui. Et en fait, tout simplement, c'est aussi quelque chose qui, dans l'inconscient du correcteur, va lui prendre beaucoup plus de temps à la lecture si la copie n'est pas soignée. Et je pense que pour se mettre un petit peu le correcteur de son côté, c'est beaucoup plus profitable pour vous que la copie puisse être lue très rapidement.
Et donc, si la copie peut être lue très rapidement, je suis sûr que vous ne perdrez pas de points et que potentiellement même vous en gagnerez un ou deux. Et c'est ce qu'on dit à beaucoup de séminaires, de présentations d'épreuves. C'est un examen qui joue quand même au final à quelques points, ou sur la moyenne générale, ou même à des demi-points, parce que les étudiants se tiennent. Oui. Il y en a bien évidemment des quelques très très bons et quelques très très mauvais, mais sinon, il y a quand même au centre une très très grande majorité d'étudiants qui se tiennent à très peu de choses. Et donc je pense que le fait d'avoir cet examen ou pas, ça se joue vraiment des fois, alors c'est un peu dur à dire, mais parfois sur des détails. Et la forme, selon moi, est vraiment un détail qui peut vous permettre ou pas d'avoir cet examen. Et enfin, j'en conclurai, je terminerai là-dessus, le dernier écueil, c'est vraiment garder 5-10 minutes à la fin pour se relire. Voilà, ça c'est vraiment la base, parce que ça permet de voir si tous les documents sont bien présents, et ça permet de corriger quelques fautes d'orthographe, et ça permet aussi voilà, de relire avec un état d'esprit un peu neuf, parce que le stress est retombé du fait qu'on ait tout fini. Et ça permet donc potentiellement de faire des ajustements qui, là aussi, peuvent permettre de gagner selon moi 1 ou 2 points et peuvent avoir une importance cruciale. Oui, merci beaucoup. En effet, hein, ça, ce sont des choses qu'on répète sur toutes les épreuves. Cette relecture, ça nous paraît évident, mais vous êtes tellement pris par le temps lors de ces épreuves que parfois vous allez zapper la relecture. Alors, sans transition, on va passer à la méthodologie de la consultation. Vous pourrez poser vos questions sur la note de synthèse à la fin. Je vais essayer d'être assez rapide. D'abord, une petite présentation de la consultation pour ceux qui n'ont pas l'habitude, puisque peut-être que vous n'en avez pas encore fait à l'IEJ. La consultation, c'est vraiment une épreuve un petit peu à cheval entre le monde universitaire et le monde des avocats. Ce n'est pas exactement un cas pratique, mais ce n'est pas non plus une consultation comme le ferait un avocat. Alors, la consultation de l'avocat, typiquement, si vous voulez avoir une image, c'est vraiment le premier rendez-vous que l'avocat va avoir avec un potentiel client qui va lui raconter toute sa vie et donc il a plein de problèmes, forcément, sinon ce ne serait pas intéressant sur cet exercice. Et l'avocat va devoir aller rechercher les règles de droit, montrer quelles applications pourraient être faites de ces règles de droit et pour essayer de dégager des solutions pour son potentiel client. Donc c'est le travail habituel de l'avocat et c'est ce qu'on vous demande sur cet exercice semi-professionnel. Ça veut dire que tous ces exercices, cette doctrine que vous avez pu lire pendant vos études, vous l'oubliez. Hein, ça n'a pas lieu d'être sur la consultation. Là, on est vraiment dans un exercice pratique. Maintenant, je vais passer aux 5 clés du succès, aux 5 conseils que je peux vous donner. Et je commencerai par le plus important. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce que je vais dire, c'est ça. Et finalement, on retrouve un petit peu les mêmes choses que ce qu'a pu nous dire Yuri. Première chose, conseil crucial, c'est de multiplier les exercices en conditions d'examen. Ça veut dire qu'il faut faire de nombreux sujets, mais tu as dit exactement la même chose, c'est pas grave. Mieux vaut répéter. Le conseil est tellement essentiel qu'il vaut mieux l'entendre 5 fois, 10 fois pendant l'année. Quand je dis multiplier les exercices en conditions d'examen, ça veut dire qu'il faut vraiment tout respecter. Ça veut dire le temps imparti, les documents autorisés uniquement et ne pas sortir le cours et faire les devoirs à la main. Ça, c'est très important et c'est sûrement le troisième qui est mal respecté par les étudiants puisque vous avez tellement l'habitude d'utiliser des ordinateurs que vous en oubliez un aspect crucial, le fait qu'il faut écrire. Sinon, vous allez complètement fausser les conditions de l'examen et vos notes ne seront pas le reflet de votre niveau. Oui. Donc ça, c'est le premier. Et je me permets de te couper, notamment pour la note de synthèse, comme c'est un examen qui fait 5 heures, beaucoup d'étudiants se disent ah ben je vais le scinder en deux, je vais prendre mon déjeuner ou mon dîner après la lecture des documents, ou alors je vais quand même faire une petite pause à un moment pendant 10 minutes pour voir mon réseau WhatsApp et ainsi de suite, répondre à mes messages. Non, voilà. Vous cassez votre dynamique, vous cassez l'épreuve
Et je peux vous assurer que si vous ne mettez pas dans les conditions de l'examen plusieurs fois de manière vraiment sérieuse avant l'épreuve du jour J, vous allez avoir des sacrées surprises. Oui, oui. Deuxième conseil clé, vous allez gagner en efficacité au fil des devoirs. Et comment vous allez gagner en efficacité? Parce que vous allez élaborer votre propre timing de l'épreuve. On a les mêmes étapes qu'en note de synthèse. Vous avez 3 grosses étapes sur l'épreuve: la lecture de l'énoncé, le brouillon, puis la rédaction. Et comme le disait Yuri, certains écrivent vite, certains écrivent lentement, certains lisent vite, comprennent vite les problèmes, et donc il va falloir s'adapter à votre timing. Donc apprendre au fil des devoirs qu'est-ce qui est bien pour vous et ne pas essayer de se coller sur ce qu'ont dit vos camarades qui, eux, y arrivent très bien avec tel timing. Il faut apprendre à justement savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour vous sur ces 3 étapes. Et dans ces 3 étapes, il y aura aussi un travail sur le brouillon qui doit vraiment être réduit au minimum, voire même, si vous en êtes capable, de complètement l'éluder. C'était donc le deuxième conseil. Troisième conseil, et celui-là, je sais qu'on ne le respecte pas assez pendant nos études de droit, il faut utiliser systématiquement les codes et recueils autorisés. Quand je dis systématiquement, ça veut dire pas seulement sur les devoirs, comme on est en train de vous parler de devoirs, ça paraît évident, mais également quand vous allez travailler votre cours, vous avez le code sous les yeux, vous l'ouvrez, vous regardez les articles qui sont cités, vous revenez sur le cours. C'est-à-dire que vous avez tout le temps cette dynamique de vérifier dans les codes et recueils ce que vous avez vu dans le cours, ce que vous avez vu dans les devoirs, ce que vous avez vu dans les actualités. C'est vraiment votre gymnastique et les codes resteront vos meilleurs amis toute l'année. Ça, c'est une certitude. Quatrième conseil, il va falloir faire preuve d'une extrême rigueur. Rigueur qu'on oublie parfois, parce qu'en première année, on nous apprend le syllogisme et on le détaille, on sépare bien les étapes, et puis après, au fur et à mesure des années, on s'en éloigne un petit peu. Bien, le moment du CRFPA, c'est un moment où il faut revenir aux sources et faire l'effort de bien séparer les 5 étapes du syllogisme et qu'elles apparaissent clairement sur les copies. C'est-à-dire qu'au premier coup d'œil, l'examinateur voit le canevas de votre syllogisme et sait que là, il a un étudiant rigoureux devant lui. Les 5 étapes, rapidement, vous les connaissez: la qualification juridique, le problème de droit ou la problématisation, la majeure, la mineure, la solution. Et donc, avec les mots-clés que vous avez l'habitude d'utiliser, en l'espèce, conformément aux articles X, Y et Z, eh bien, vous argumentez et vous montrez à votre correcteur que votre devoir est très rigoureux. Ouais. Et d'ailleurs, je suis souvent étonné, pour avoir aussi corrigé quelques consultations, la qualification juridique est parfois bâclée, alors que c'est pas un élément, le premier élément, qui est le plus simple, qui ne nécessite absolument aucune connaissance. C'est juste prendre quelques minutes, quelques secondes pour bien reformuler, bien évidemment dans les termes juridiques, l'approche du sujet. Donc vraiment, attention à ne pas éluder ces 5 étapes, hein, elles sont toutes importantes. Oui, donc ça, c'est comme citer tous les documents dans la note de synthèse, c'est vraiment crucial. 5e conseil, et ça se recoupe à nouveau, c'est de prendre soin de la copie. Ça paraît bête de vous dire ça alors que vous êtes à Bac+4, Bac+5, mais nous, ce qu'on voit dans notre expérience, et pour moi, ça fait presque 20 ans, c'est qu'il y a des points qui sont retirés pour le soin sur la copie. S'il y a trop de ratures, si vous êtes obligé vous écrivez mal, qu'on vous met quelque part que c'est illisible, voilà, tous ces petits défauts, quand c'est pas très aéré, tous ces petits défauts ont une sanction, et la sanction, ça peut être 1 ou 2 points sur la copie. Et encore une fois, quelque chose qui est très logique, c'est à la portée de tous, a priori, de pouvoir écrire à peu près correctement sur une feuille. Voilà, vous n'êtes plus en CP ou en maternelle. Donc, pourquoi gâcher quelque chose qui est vraiment, a priori, très facile?
Et ça me permet de répéter à nouveau que si vous n'écrivez pas du tout de l'année et que vous commencez à écrire juste sur l'été, vraisemblablement, votre écriture sera moins lisible. Donc, prenez le temps, pas juste pendant l'été. Écrivez au stylo. Exactement. Alors, on passe aux 5 écueils. Premier écueil, et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit sur la nécessité de faire beaucoup d'exercices. Ne passez surtout pas trop de temps sur les cours. N'allez pas regarder les cours sur un manuel, un deuxième, un troisième, emmagasiner des tonnes de connaissances théoriques sans les appliquer. Hein, la rentabilité de ce travail que vous allez faire dans les cours est mauvaise. Par rapport à un devoir, elle est très mauvaise. Donc, si vous avez le choix entre passer du temps sur le cours ou faire un devoir, c'est vite vu. Alors, je n'ai pas dit non plus qu'il ne faut pas connaître le cours. Je dis juste qu'une fois que vous avez la base, les principes essentiels, les jurisprudences essentielles, les exceptions, passez du temps sur les devoirs pour consolider le cours que vous avez lu. Mais ne passez pas des heures sur les cours, vous n'aurez sûrement pas une bonne note. À la différence de ce qui se passe pour les partiels dans les premières années de droit où on peut avoir des super notes en ayant travaillé le cours par cœur, là, ça ne fonctionnera pas. Et je pense d'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour vous de savoir où se trouve l'information juridique dans vos codes, et en l'espèce pour la consultation dans le code civil, que d'avoir lu énormément d'informations dans les manuels que le jour de l'examen, vous ne pourrez peut-être pas forcément ressortir. Mais par contre, si vous savez comment très vite aller chercher l'information dans votre code, au moins les jurisprudences essentielles, vous avez déjà fait une belle part du chemin. Exactement. Donc, vous voyez, il faut vraiment combiner un petit peu tout ce qu'on vous dit, à la fois le code et puis là, justement, ne pas trop travailler le cours. Deuxième écueil, ce serait de rédiger son brouillon. Alors, je sais que le brouillon, c'est un petit peu un refuge. On se dit que si on a rédigé sur son brouillon, c'est déjà ça de fait et on aura ça sur notre copie. Mais le problème, c'est que les épreuves sont calibrées pour qu'il n'y ait pas le temps de rédiger au brouillon. Donc, si vous commencez à rédiger au brouillon, d'office, on sait que vous n'aurez pas le temps de terminer l'épreuve et donc vous serez sanctionné si vous ne terminez pas. N'oubliez pas que les épreuves de consultation, pour ceux qui ne le savent pas, elles sont très courtes, 2 heures pour les procédures et 3 heures pour les autres matières. Or, vous voyez que dans ce délai-là, si vous avez 5 ou 6 syllogismes à rédiger, vous n'avez pas le temps de faire le brouillon. Donc, ce n'est pas la peine de commencer à travailler en faisant des gros brouillons. Au contraire, au fur et à mesure des devoirs, essayez de réduire la taille du brouillon et de garder plus de temps pour la rédaction des syllogismes. Oui, je peux confirmer que ça va très très vite. Ça va très très vite, 3 heures. Beaucoup d'étudiants ne terminent pas tout. Donc il faut vraiment aller le plus vite possible. Et si vous avez le choix entre tout faire un peu rapidement et faire les 3/4 des syllogismes à fond, il vaut mieux, à mon sens, tout faire de manière un petit peu plus superficielle. Troisième écueil, on a souvent tendance, quand on ramasse les premières copies à l'IEJ ou en prépa, à vouloir enfouir la copie sous une pile de documents parce qu'on a eu une très mauvaise note et qu'on ne la digère pas bien. Ce que je peux comprendre, hein, ça fait toujours mal, mais c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faut prendre le temps de décortiquer sa copie, même si c'est une mauvaise note, prendre le temps de regarder chacune des annotations et d'en tirer des enseignements pour que le devoir suivant, vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs. Donc ça, c'est crucial. Ça va aussi de pair avec le fait de survoler le corrigétif. Le corrigétif de l'épreuve, c'est une mine d'informations puisque c'est ce que l'examinateur aurait voulu voir dans le corrigé. Et donc, si vous êtes capable de reproduire quelque chose qui ressemble au corrigétif, vous savez que vous aurez une super note. Donc ce double travail de bien travailler les annotations et ensuite bien travailler le corrigétif, par exemple en faisant des protocoles de questionnement, est crucial si vous voulez progresser de devoir en devoir.
Oui, essayez vraiment de regarder par rapport à votre copine ce qui a manqué entre ce que vous avez rédigé et le corrigatif. C'est vraiment primordial. Et c'est vrai que je me rappelle, il y a quelques années, quand on a des mauvaises notes, on n'a qu'une envie, Mm. c'est d'oublier ce qui s'est passé et pour passer à l'examen suivant. Et même des fois, c'est vrai qu'on lit avec une certaine mauvaise foi les abréviations des correcteurs en Mm. disant qu'il n'a pas compris ce qu'on a voulu dire. Non, si vous avez une remarque négative, c'est forcément que votre copie a péché quelque part. Quatrième écueil, euh, ce serait de considérer que le problème posé est simple. Ça, ce n'est pas possible. Là, on est sur un écrit du CRFPA. Il est impossible que l'énoncé du sujet soit simple. Il y a forcément des pièges, des choses qui sont camouflées. Donc, si vous avez le sentiment à la lecture de l'énoncé que vous ne voyez pas vraiment la difficulté, vous devez absolument relire et re-relire éventuellement le sujet et dégager les difficultés qui ont été posées par l'examinateur. Donc ça, c'est vraiment très important. Vous ne devez pas faire l'impasse là-dessus. Et imaginez bien que le correcteur, généralement, est là pour vous piéger. Donc, passez du temps à chercher exactement ce qu'il a voulu poser comme problème. Oui, derrière les formulations un peu ambiguës, il y a toujours forcément quelque chose qui se cache. Donc vraiment, mettez-vous bien à la fois à la tête du correcteur, comme on a pu le dire tout à l'heure, mais aussi dans la tête de la personne qui a fait l'énoncé du sujet. Enfin, cinquième écueil, ne pas surveiller la montre. On vous dit que l'épreuve est calibrée et va très vite. Donc, si vous ne surveillez pas la montre, vous n'allez pas voir qu'il vous reste encore 2 ou 3 syllogismes à faire. Et donc là, vous serez complètement fichu. Il faut savoir au départ combien on a détecté de syllogismes. Est-ce qu'il y en a 3, 4, 5, 6, 7 ? Et surveiller la montre pour être capable justement d'assurer jusqu'au bout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, mieux vaut tous les faire de manière un petit peu plus superficielle que de n'en faire que certains. Ouais. Il y a des appariteurs qui se trouvent dans les salles d'examen, mais qui sont des personnes avec des tempéraments tout à fait différents. Donc, des fois, vous aurez des appariteurs charmants qui vous donneront l'heure et qui seront sympathiques avec vous au moment de récupérer les copies, mais vous en avez d'autres qui sont particulièrement méchants, mal lunés. Donc, vous n'aurez absolument aucune information sur le temps qui passe. Et on vous arrachera la Oui. copie à la fin de vos 3 heures sans ménagement. Oui. Donc pensez bien à ça et du coup voilà, amenez impérativement votre montre pour contrôler le temps et pas vous faire surprendre. Oui, il n'y aura pas de ce côté-là, hein, ils arrachent les copies. Hein, il Ouais. n'y a pas de, il y a aucune tolérance, même pas à la minute. Voilà les conseils qu'on pouvait déjà vous donner dans un premier temps. Est-ce que vous avez des questions à nous poser sur le chat ou autre? C'est bon, pas de questions? Alors, Alors, oui, une question est posée régulièrement par nos étudiants sur la note de synthèse. Est-ce qu'il y a toujours un document, entre guillemets, pivot? Qu'est-ce que c'est qu'un document pivot et qu'est-ce qu'on doit en faire si on en a un? alors effectivement, c'est une bonne question. Il est assez important en note de synthèse euh, de voir s'il n'y a pas un document qui traite le sujet d'une manière transversale. En tout cas, il est important de rechercher l'éventuel document voilà, ou les d'ailleurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, les documents qui vont traiter le sujet de la manière la plus globale. Pourquoi c'est important de bien regarder ces documents? Parce qu'ils vont vous donner potentiellement des idées de plan. Alors, pas forcément le plan, l'intégralité du plan de votre copie, mais potentiellement des idées d'axe, donc soit pour votre subdivision 1-2 ou soit pour une subdivision AB. Euh, L'avantage aussi de ces documents, c'est que forcément, vu qu'ils traitent le sujet d'une manière assez élargie,
l'auteur du document, l'auteur de l'article, va devoir organiser ses idées. Et donc ça, c'est pas mal pour vous parce que ça permet justement de savoir un petit peu quelles informations on peut regrouper pour organiser ces idées de la manière la plus logique possible. Donc, regardez bien ces documents pour voir quelles sont les grandes thématiques qui en ressortent, quelles sont les subdivisions qui sont opérées par l'auteur pour potentiellement les utiliser. Alors, attention, je ne dis pas que ça marche. Oui, ce n'est pas 100% des cas. Dans 100% des cas. Je ne dis pas que ça marche pour l'intégralité de votre devoir, mais ça peut en tout cas marcher pour une petite partie. Voilà. Alors souvent, je sais que les étudiants viennent me voir un peu désespérés parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver de plan et ils sont restés complètement bloqués. Donc ça, le plan, c'est sûr que c'est une difficulté et que vraisemblablement, on n'a pas de méthode miracle. Mais souvent, ils ont aussi besoin de conseils sur comment rédiger les titres. Rien que ça, c'est compliqué. Ils se font sanctionner sur les titres. Quels conseils on peut leur donner? Oui. Alors, peut-être juste pour revenir rapidement d'abord sur le plan. C'est vrai qu'on aime bien à la prépa dire aux étudiants de faire autant que possible des plans thématiques. Alors, il y a bien évidemment les plans principes limites qui fonctionnent, les plans applicabilité, application, fond, forme. Il n'y a pas de souci. Mais on aime bien justement ces plans thématiques qui permettent justement de cibler les grands thèmes du sujet. Pourquoi? Et j'en arrive à votre question des titres, c'est que quand vous faites un plan thématique, c'est très simple. Votre titre, c'est la thématique que vous allez développer. Donc vous n'avez pas à vous prendre la tête. Quand vous mettez en avant une thématique dans une sous-partie, juste, ça doit correspondre plus ou moins à votre titre. D'ailleurs, les titres, c'est aussi intéressant parce que quand on a du mal à en trouver, ça veut souvent dire, et ça, c'est aussi quelque chose qu'on prend un petit peu avec l'habitude des examens, le titre vous permet de valider votre plan. Si vous ne trouvez pas de titre, ça veut dire qu'a priori, il y a trop d'infos disparates qui sont traitées dans la sous-partie. Et quand vous avez beaucoup d'informations trop disparates, trop différentes, qui n'ont pas de lien commun, ce n'est pas une bonne sous-partie. Voilà. Donc, quand on n'arrive pas à trouver un titre, il faut se dire « Ah, j'ai peut-être un problème dans ma sous-partie ». Et le grand avantage du plan thématique, c'est que vous allez trouver un titre assez facile, assez rapidement, ce qui va vous permettre d'aller composer beaucoup plus rapidement. Oui, les étudiants paniquent souvent sur le titre. Ils se bloquent parce qu'ils veulent chercher, je crois, des titres un petit peu compliqués. Ils veulent en mettre plein la vue au correcteur. Est-ce que ça, c'est conseillé? Non, on n'a pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. On sait que c'est une épreuve de 5 heures qui va vite. Donc, il faut faire quelque chose de simple. L'important juste est que les titres soient apparents. Voilà. C'est-à-dire que le correcteur va lire les titres et va les comprendre sans simple lecture. Il ne va pas avoir besoin de lire ensuite les sous-parties pour dire « Ah, d'accord, c'est ça qui a voulu être dit dans le titre ». Non. Voilà, donc des titres simples, clairs, relativement concis. On dit en général environ 7 mots. Et comme ça, et c'est aussi ça qui est important, l'avantage de la simplicité de ces titres, c'est que le correcteur va pouvoir lire justement ces 6 titres et se faire a priori, juste à la lecture de ces titres, une bonne appréciation, une bonne idée sur le fait que le plan est bien fait. Voilà, parce que, et ça je pense aussi que c'est assez important de le signaler, le correcteur se fait souvent un avis sur l'élève, sur l'étudiant. Assez rapidement. Assez rapidement. Et ça, c'est pareil dans tout. Les grands communicants ont l'habitude de dire qu'on se fait une idée de la personne qu'on a en face de soi au bout de 30 secondes. Là, c'est pareil. Le correcteur, il va lire votre introduction, après il va regarder vos titres, et si ces premières étapes donc de prise de contact avec l'étudiant sont réussies, il y a fort à parier que ça va bien se passer par la suite. Oui, ça me permet de faire le parallèle avec la consultation. C'est vrai que beaucoup d'étudiants viennent me voir et me demandent est-ce qu'on a besoin de faire une introduction, puis ils ont pris l'habitude de faire des introductions dans la note de synthèse, dans tout un tas d'épreuves pendant leur cursus. Or, là, on n'est pas dans un exercice qui nécessite véritablement une introduction. Ce qui est plutôt conseillé pour démarrer la consultation,
c'est de faire une phrase introductive des différents problèmes, mais très simple, hein, avec la liste des problèmes qu'on va évoquer, petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, etc. Mais c'est plus pour indiquer au correcteur, encore pour les mêmes raisons, hein, pour le mettre dans de bonnes dispositions, pour lui montrer qu'on a bien détecté les difficultés, qu'elles vont être, on aura un canevas assez clair de notre pensée et qu'ensuite on va détailler chacun des syllogismes un par un. Et généralement, on va utiliser l'ordre qui était dans l'énoncé. C'est vrai qu'il est possible de traiter les questions de la fin de l'énoncé au début ou pas, mais généralement, il y a quand même une logique. Vous avez intérêt à les traiter un par un et donc à bien faire attention à faire ce syllogisme dans chacun d'entre eux et de ne pas vous en tenir forcément que à ce qui est écrit. Je m'explique, assez souvent, on vous laisse des zones d'ombre dans l'énoncé. C'est-à-dire qu'il y a des faits dont on ne vous a pas parlé, où on vous a laissé le doute sur est-ce que le tiers est de bonne foi, de mauvaise foi. Enfin, il y a des zones d'ombre. Et souvent, l'étudiant tranche et va se dire si on ne dit rien, ça veut dire qu'il est de bonne foi, ou inversement, qu'il est de mauvaise foi. Je pense que là, il faut être vigilant parce que si on vous laisse une zone d'ombre, il faut accepter que ça va rallonger votre résolution puisque vous allez être obligé, dans l'espèce, de partir sur les deux hypothèses. Comme elle n'est pas tranchée dans l'énoncé, vous allez devoir, dans l'espèce, dire s'il est de mauvaise foi, alors ce sera plutôt tel article, telle solution. Et si au contraire, il est de bonne foi, ce sera plutôt telle autre solution. Donc il faut être vigilant là-dessus et toujours séparer en plusieurs branches votre résolution pour aboutir au résultat. Mais ne pas trancher comme ça rapidement dans la consultation. Il y a souvent une question que les étudiants me posent, et je ne sais pas si vous la posez aussi en consultation, c'est j'ai souvent 12, 13, comment je fais pour passer à 14, 15, 16? Ah, alors là, qu'est-ce que vous répondez pour ce cas assez souvent, la différence, elle se fait beaucoup sur la majeure. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a 12, ça veut dire qu'il a compris, qu'il respecte la méthode, mais ça veut dire que généralement, on va lui répondre que c'est trop superficiel, qu'il devrait détailler davantage, qu'il a raté des jurisprudences. Et donc, assez souvent, le travail il se fait davantage sur cette partie qui est la majeure, qui est finalement le moment où on va recracher le cours, hein, ni plus ni moins, mais le recracher intelligemment. Hein. Le recracher intelligemment, ça ne veut pas dire je rajoute, je cite entre guillemets des jurisprudences que je n'explique pas ou qui ne sont pas en lien avec le syllogisme. Et ensuite, normalement, les notes devraient augmenter. Mais voilà, il n'y a pas de vraie recette miracle, tout comme sur la note de synthèse. D'accord. Alors, en effet, c'est la première question, la première chose que l'on dit quand on fait une séance de méthodologie en prépa. On revient sur les termes entre consultation et cas pratique. Alors, on peut entendre ici ou là que c'est un exercice totalement différent. Moi, je n'ai pas du tout ce sentiment-là. La base de ces deux exercices, c'est un syllogisme. On est juriste, on n'invente pas une nouvelle épreuve. Donc, il faut le traiter comme ça. C'est juste que, comme je vous l'ai dit au début, comme c'est une consultation et ça a une vocation un petit peu semi-professionnelle, vous ne pouvez pas traiter aussi scolairement qu'un cas pratique. Le cas pratique, c'est vraiment l'application scolaire de ce qu'on vous a dit. La consultation, c'est l'application comme si vous étiez un avocat. Donc, vous allez insister sur les solutions, vous allez peut-être être plus précis sur la fin, et vous allez avoir ce rôle d'avocat, vous allez un peu endosser ce rôle d'avocat, alors que ce n'est pas ce qu'on vous demande sur un partiel de fac. Partiel de fac, on veut vérifier que vous connaissez les articles, les jurisprudences qui sont dans la majeure. Après, le reste, on va être beaucoup plus tolérant. Oui. Pensez bien, encore une fois, à la personne qui vous corrige, la personne que vous avez en face de vous. Vous aurez des avocats qui vont vous corriger et des juges. Donc, ils veulent voir si vous êtes légitime à exercer la profession d'avocat. Et du coup, c'est justement ce qu'ils vont contrôler.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Oui, y a-t-il une méthode spécifique de la consultation dans les IEJ? Alors, tout comme la note de synthèse, les IEJ vont essayer de mettre quelques petites particularités, mais à la marge, qui pourront être sur la manière de résoudre la consultation, sur le fait que certains ne veulent pas trop la qualification juridique des faits. Voilà. Franchement, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des spécificités. Je sais que ça stresse beaucoup les étudiants parce qu'ils se disent « Ah, mais on m'a dit que dans mon IEJ, c'est totalement différent. » Alors, je vous rassure, ce n'est pas du tout le cas. Le corrigé est national, le syllogisme, ils ne le réinventent pas, ils existent depuis plusieurs décennies. Si vous appliquez la méthodologie classique de la consultation, vous aurez une bonne note dans tous les IEJ. Donc là, vous pouvez être rassuré là-dessus. Mais c'est un peu le jeu de l'IEJ qui essaie quand même de garder son précaré, de montrer qu'il est un peu différent et qui veut montrer qu'il n'applique pas juste un peu bêtement les règles nationales. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les deux exercices? Eh ben, c'est parfait. Je crois Très qu'on a bien. terminé. Bon, ben, on espère qu'on a pu vous éclairer sur certaines petites choses de la méthodologie. Voilà, on sera ravis de vous retrouver à la prépa si vous vous inscrivez chez nous. Et sinon, travaillez, suivez tous ces conseils et normalement, ça devrait fonctionner. Bon, et merci beaucoup de m'avoir invité, Laetitia. C'était une grande première, hein, Oui. je dois avouer, le Facebook Live. La prépa d'Allos est vraiment à la pointe de la modernité. Bravo à vous. N'exagérons rien. J'espère que ChatGPT ne me remplacera pas l'année prochaine. Non, on va essayer d'avoir une plus-value par rapport à ChatGPT. Merci beaucoup, beaucoup. à tous et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.